Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui, vendredi, pour notre dernière session de la semaine avec Stéphane Grangier, qui est avec nous depuis le début, depuis lundi, pour nous présenter son roman Hollywood Plomodierne, et édité chez Guaternoir. Donc, bonjour Stéphane. Bonjour. Donc, comme on a pu le présenter depuis le début de la semaine, ce roman qui est assez court d'ailleurs, oui, 200 pages, qui fait à peu près 200 pages, qui se lit de manière, il est très très rythmé, et à la fin, les 30 dernières pages, comme on disait hier, il y a une espèce de là on passe. On passe une étape là. Une autre galaxie. Ou une galaxie. Dans un autre palier, peut-être. Voilà. Un autre palier, on accède. On change de planète, et là, c'est le bouquet final de cette histoire qui très étonnante, parce que comme je disais, je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Donc il y a quand même il y a une histoire, c'est pas qu'une succession de péripéties. Il y a aussi toute une histoire derrière. Vous brossez des portraits de votre duo que je trouve très attachants, qui finissent par se lier tous les deux. Enfin, on est avec eux, on est embarqué dans l'histoire aussi. Et à la fin, le rythme s'accélère. C'est un truc un petit peu absolutiste, quoi. Autant on arrive, plus on approche de la côte, plus il n'y a plus de route, quoi. C'est-à-dire la route. On sent que la fin est proche. La fin est proche, quoi, parce que il n'y a plus de route après, à part le bateau, à part la rame, à part comme on veut, mais. Et puis surtout, on sait en parallèle que la gendarmerie ou le réseau, ça y est, se rapproche, le filet se resserre. Ouais, et puis des événements font en sorte que les personnages eux-mêmes sont très très ébranlés, quoi. Donc il est temps que ça s'arrête, quoi. Un endroit, c'est soit ça s'accélère, ce qui est en train de se passer, et en même temps pour que ça s'arrête, quoi. Mais c'est comme s'ils étaient dans une nasse de filet aussi. Ils arrivent au bout de la côte, c'est entre Plomodierne, je sais pas, pour certains qui connaissent un petit peu la presqu'île de Crozon. On arrive au bout, quoi. On peut pas aller beaucoup plus loin, ou alors à la rame, ou alors à la nage. On rejoint Brest par le port du fret. Enfin, c'est tout un truc. Mais là, il passe par Camaret, par tout ça. Donc, alors il y a une autre petite surprise. On va pas la dévoiler. Alors il y a quand même juste une scène où je disais qui aurait pu. C'est vrai que quand on raconte l'histoire comme ça d'un duo, si on présente le livre comme un duo qui essaie de se débarrasser d'un corps tout au long d'un périple comme ça, d'un road movie, dit comme ça pourrait être quelque chose de triste et plombant. Or, vous avez fait en sorte que ce livre soit drôle, de par ces deux mondes qui se percutent comme ça, qui se rencontrent. Des scènes qui sont plus rocambolesques les unes que les autres. Et même à la fin, où effectivement, sans trop en dévoiler, une scène pourrait être glauque, enfin, ou dramatique. Vous en faites une scène. Moi, quand je l'ai lu, j'ai vu une scène à la Tarantino où là on est dans de tels excès que ça en est grotesque. Quand ils arrivent sur la pointe, en fait, ils arrivent vers le cap de la Chèvre aussi, peut-être. Et que ça en est drôle, quoi. La maison, peut-être. Non, c'est peut-être dans la maison, ce qui se passe dans la maison. Oui, là, on arrive à effectivement, la police a resserré son étreinte, donc ça y est, donc ils sont ferrés, ils sont piégés, eux-mêmes sont en état de survolté, quoi, on va dire. Yannick Lester est devenu, on va dire, il y a quelque chose qui a quelque chose il y a un neurone il y a un plomb qui a fondu très sérieusement. Donc là, il est plus du tout dans le football. Il y a eu un trop plein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé un petit peu auparavant qui a fait que il a rejoint, je sais pas, les anges ou quelque chose. Il y a quelque chose comme ça parce qu'il parle de religion, de choses, donc de sorts. Donc l'autre le reconnaît plus, mais ils sont dans une course poursuite, quoi. Finalement, là, on revient à une course poursuite pure dans un endroit où il y a
pas tant que ça d'endroits où aller, quoi. Donc ils se retrouvent à traverser la côte sauvage en voiture. Même ça vous arrive. Toujours avec Robert Lopez, on va dire, avec eux. Ce corps qui est toujours ce duo qui s'est transformé en trio. Ouais. Et c'est vrai qu'on est dans un tel grotesque que c'est drôle, quoi. Enfin, il fuit, quoi, de toute façon, là, maintenant, c'est qu'une fuite, quoi. C'est qu'une fuite en avant. Donc, c'est vrai qu'ils vont tomber un moment sur une maison avec des retraités qui habitent là, de tout ça. Donc, on va demander à personne. On va un peu virer à la prise d'otage, presque, de trucs. Donc, ça va virer au grand cinéma. Donc, évidemment, tout ce Barnum parce qu'ils auront quand même fait un peu de casse, on va dire, sur la route vers Morgat, Crozon. Donc évidemment, les chaînes d'infos s'y mêlent, les machins, les trucs. Enfin, c'est les choux gras, dont le maire, il y a tout le monde de la commune, il y a tout le truc. Il se passe un truc, il se passe un gros. On a passé une étape et oui, donc ils sont dans cette maison, voilà. Donc là, on part vers d'autres choses, quoi. Donc, et à la fois, c'est très cinématographique, quoi. Enfin, oui, c'est vraiment quelque chose que. Ouais. Mais j'adore Tarantino, de toute façon, c'est un bonheur, quoi. Je sais que son dernier Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino est une merveille, quoi, je pense. Mais de dialogue et de personnages, et puis tous les personnages, ils peuvent être pourris, ils peuvent être tout ce que tu veux, même dégueulasses, machin. Il les aime, ces personnages, en fait. C'est ça ces personnes, ils les aiment, quoi. Et finalement, ils sont touchants, même surtout quand ils sont encore plus au bout du trou. En fait, ces personnages sont encore plus touchants, peut-être. Donc, font encore plus rire, quoi, parce que c'est toujours il y a peut-être ce truc aussi, je sais pas. Oui, et puis je pense que c'est aussi une manière de montrer que derrière des façades, il y a toujours un humain, et que si on gratte, on peut trouver quelque chose on peut trouver de l'humain, quoi. Bien sûr, et c'est pour ça que vos personnages aussi finissent par être attachants, parce que derrière leur dérive, il y a un côté humain. Ils ont plus que ça. Peut-être que c'est le fait de. Je veux dire, ils ont juste quelque part eu la vie qui les a un peu malmenés, quoi. Ouais. Il y a encore, mais ils ont encore un peu de vie. Et puis il y a plus que ça. C'est-à-dire, il y a plus que le copain, il y a plus que le camarade, il y a plus que tout ça. Au bout d'un moment, enfin, ce qu'il en reste, quoi. Donc voilà, une histoire. Il y a quelque chose aussi du western, parce que tu parlais de Tarantino, movie, oui. Et il y a peut-être ces choses-là, quoi, ces choses qui sont du western. À la fin, ça veut dire, c'est pas une bataille rangée, mais c'est pas loin. Donc on est dans des territoires lointains et arides. C'est des fusillades, c'est des choses comme ça. Ça passe par là. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça fait partie, je sais pas, peut-être d'une mythologie qu'on a enregistrée, qu'on a avalée, qu'on a digérée, En fait, on passe un très bon moment. Donc voilà, Hollywood pro-moderne. Donc si vous voulez quelque chose de léger, de distrayant, n'hésitez pas. Et vous passerez un bon moment avec Hollywood pro-moderne. Donc ça, c'était votre roman, mais je crois que plus récemment, vous avez participé à un collectif de nouvelles. Oui, je suis toujours dans un collectif d'auteurs de Rennais, ou originaires qui sont passés, Calibre 35, Calibre 35 avec Frédéric Paulin, Claude Battagny, Isabelle Amonou, Nathalie Burel, Christophe Sémon, plein d'autres encore, et j'ai oublié, évidemment, comme d'hab, j'oublie tout le monde. On voulait faire, parce qu'on avait déjà 2 recueils de nouvelles qu'on avait fait depuis, le premier était en 2012, je crois, maintenant. C'était Rennes ici Rennes, donc était assez centré sur Rennes, mais par la gare, donc on découvrait la ville de Rennes, chacun par le biais de la gare, en fait, ça débutait là. Le deuxième, on avait voulu sortir de la ville et on avait saisi un petit peu l'opportunité parce qu'il y avait eu le Tour de France qui partait de Rennes. Donc c'est toujours un rapport à la ville, c'est plus simple, on est de cette ville où on y est passé. Donc là, c'est une façon d'aller se promener jusqu'à Mur de Bretagne parce que l'étape, c'était Rennes-Mur de Bretagne en 2015. Et puis là, on arrivait sur depuis quelques années déjà, ça nous chatouillait un peu l'idée d'en faire un troisième, quoi, comme un triptyque. Qui s'appelle Rennes, nos futurs. Voilà, donc, alors,
le futur, on a pas mal hésité parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont pas du tout de cette engeance, quoi, ou ni SF, ni fantasy, ni quoi que ce soit. Mais le futur, on y est confronté quelque part tous les jours. Hein. Moi, j'ai eu cette idée en fait où chacun avait son idée différente. Mais moi, j'ai travaillé en fait dans le bâtiment pas mal et je traversais la ville de long en large tous les jours. Et on voyait des quartiers carrément changer, quoi, du béton quelquefois arriver, des choses comme ça. Alors c'était assez facile de se projeter quelques années en imaginant dans 10 ans, puis en projetant ça dans le futur, dans un futur, parce que tout change très vite, quoi. En fait, autant les connexions, ça peut être des puces, des gens, ça peut être des trucs, des drones maintenant Amazon, ça peut être. Alors moi j'ai imaginé un espèce de complexe sportif à la place de la prison des femmes, enfin un stade de 50 000 personnes pour les prochains Jeux Olympiques en 2034. Donc c'était tout un grand truc avec des cinémas Netflix et des 3 rangs, enfin un truc un peu délirant. Mais finalement on n'est jamais très loin de la réalité quand c'est un Rennes proche. Alors dans le recueil de nouvelles, on est tout calibre 35. Enfin, on retrouve, alors je vais essayer de ne pas oublier des auteurs, des autrices. Il y a Nathalie Burel, il y a Isabelle Amonou, Claude Battani, donc moi, Frédéric Paulin, Christophe Sémon, il y a Thierry Bourcy. J'ai encore oublié quelqu'un, sans doute, comme d'habitude. Bon, voilà, c'est Rennes, nos futurs. Alors chez Gouateur Noir voilà, aussi, toujours. Chez Gouateur Noir, alors je voudrais rajouter que, en fait, on a voulu aussi, c'était une occasion parce que là, ça fait un peu club, un peu select, privé, d'ouvrir un petit peu le recueil au lauréat d'un concours de nouvelles. Donc du coup, on a organisé un concours de nouvelles noires avec le postulat du début, c'était Rennes 2030 futur, mais bon, c'était plus ou moins. Ça aurait pu être 2040, 2050. On va plus. Au bout d'un moment, après, voilà, on n'est pas tombé dans un truc purement SF toujours. Ça reste noir quand même. Polar, et du coup on a accueilli Xavier Dolo aussi des éditions critiques, puis d'autres qui est un auteur de SF qui est de Rennes aussi, donc qui est un copain, Danu Donchini qui lui est rennais, donc du coup on l'a embarqué aussi dans la voilà, t'es de Rennes, et puis les 3 vainqueurs du concours de nouvelles qu'on avait organisé pour l'occasion. Donc il s'appelle Élodie Roux-Guillaumard, il y a Arnaud Ladanius et Stéphane Miller, voilà, qui ont été les 3 en plus. Alors Rennes, noir futur, alors c'est marqué le no, c'est comme un no entre parenthèses IR, donc Rennes no futur, on peut voir ça aussi dans la collection Gouateur Noir, donc c'est le dernier. Donc ça fait quand même un recueil d'une dizaine d'auteurs. 14 nouvelles, voilà, 3 plus Xavier Dolo et Danu Donchini, et puis 9 de calibre 35, quoi. Dont Éric Witzel, qu'on a retrouvé pour l'occasion, qui lui, souvent, donne un petit peu aussi au SF, à la fantasy, tout ça. Donc là, ça le motive encore plus. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité ça, c'est l'actualité publiée. Récente, qui vient de sortir. Collection Gouateur Noir. Hein, toujours Gouateur Noir. Puis moi, là, je travaille sur un autre roman noir, un polar aussi. Je crois on peut le rapprocher un peu d'Hollywood Plus moderne, celui-là. Là où Fuel, j'avais construit de longue date, j'avais élaboré pendant même des années, même si beaucoup de documentation, parce que ça avait un rapport avec des sociétés pétrolières, avec toute une économie ou un monde sous-jacent que j'avais imaginé comme ça. Là, on est plus dans un, comment dire, disons que ça commence par un braquage, quoi. Donc c'est des personnages qui sont c'est un peu des bras cassés, hein. J'aime bien peut-être les personnages, enfin on est tous un peu des bras cassés quelquefois. Là j'en ai 3 et en fait c'est un braquage qui va échouer, quoi, qui va rater. Donc c'est une fuite qui s'opère, et puis ces personnages vont réussir à quitter leur voiture, à se cacher, et aller se cacher à la Maison de la Poésie. Voilà. Donc, il va se passer voilà, c'est un rapport. C'est un peu comme Hollywood Plus moderne, effectivement. Là, mais après, c'est plutôt en huis clos, parce que le truc, c'est quand on arrive avec 3 gueules comme ça à la Maison de la Poésie, faut se faire passer pour des éventuels adhérents. Donc, et ça, c'est pas toujours évident, quoi. Des amateurs et des. Donc voilà, donc
Et des auteurs de poésie. Voilà, il y a des colloques sur la poésie ou sur la littérature tchèque, et ils vont essayer de se fondre. Enfin voilà, c'est une espèce de mélange que j'essaye de faire, j'essaye de mener entre ces trois personnages qui sont en planque dans cette maison de la poésie, alors que des adhérents ou des personnes qui sont là ne se rendent pas vraiment compte sur le moment. Donc c'est ça qui m'a amusé. Après, j'en suis encore à la réaction du bouquin, donc je sais pas encore tous les. Donc on aura. Voilà. Donc je prends des repérages, je m'enseigne, je travaille. Puis j'ai un autre projet à plus long terme, mais qui serait beaucoup plus personnel, une littérature beaucoup plus personnelle, parce que en 2015 j'avais publié chez l'Anester 76, chez un petit éditeur malheureusement qui a périclité depuis. Qui des éditions La Gidouille, qui sont des copains depuis longue date et qui m'avaient demandé un texte plus personnel. Moi, je lui ai dit ça me correspondait à ce que je voulais aussi faire. Donc, c'était plus un récit qui témoignait de l'enfance et d'un rapport à la ville de l'Anester où j'ai vécu quand j'étais petit. Donc j'ai des idées, j'ai des choses qui me donnent envie pour le futur. Voilà. Donc Reine Noire future, tout n'est pas noir. Dans le futur, faut pas croire. Voilà. Et ces personnages, en fait, c'est vrai que je me souviens, le personnage du début, enfin votre personnage principal dans Fuel, c'était aussi ce que vous appelez un bras cassé, quoi. Le fait de transformer ces bras cassés en personnages de papier, donc leur donner une éternité quelque part, c'est une manière de leur rendre hommage à ces invisibles-là. Moi, j'ai simplifié en disant bras cassé, mais on est tous le bras cassé d'un autre. Comme on dit, il y a une expression qui dit ça, on est tous le con d'un autre, mais on n'est pas. Moi, j'ai plus j'apprécie les gens, quoi, les humains. Je dis bras cassés parce que là c'est la situation sociale où ils sont vraiment gravos quelquefois, mais j'aime bien les gens. J'ai travaillé avec d'autres gens en bossant dans le bâtiment qui sont pas. Enfin, c'est pas des bras cassés, mais c'est des personnages, quoi. C'est des personnages, quoi. Même s'ils ils vont être considérés par la société comme rien. Ils sont beaucoup plus que ce que la société leur détermine comme catégorie socio-professionnelle sur le nez, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est bien clair. Mais bon, après, c'est un autre... Donc, je suppose j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau pour nous présenter les dernières publications. Avec plaisir. En tous les cas, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé pour venir parler de Hollywood Plomodierne. Et puis, je vous dis donc à la prochaine aventure, à votre prochain livre alors. D'accord, merci. Au revoir. Stéphane Grangier, Hollywood Plomodierne. Après avoir longé le port, nous nous garâmes sur un grand parking à l'extrémité de la presqu'île. 1, 2, 3 heures passèrent, je ne sais plus. Il a ronflé et c'est aux premières lézardes du jour, vers 5 heures du matin, que j'ai pigé que c'était là et maintenant, qu'on allait se débarrasser du cadavre. Car ce type était notre boulet et une potentielle marée noire qui ne tarderait pas à engluer nos existences si l'on continuait à temporiser ainsi à perte de vue. Quand il s'est réveillé, Yannick est sorti pisser, puis de retour, il m'a poussé, reprenant sa place. C'est moche, ces barres d'immeubles le long du port. C'est des apparts à touristes. Sans doute moitié prolo, vu l'endroit. Peut-être même pour ces ânes de saisonniers, ceux qui ont le malheur d'arriver un jour ici, je veux dire. Évidemment, t'as jamais rien branlé de ta vie, alors tu sais pas ce que c'est, toi, le travail. Ces saisonniers, ils travaillent dur, et sans compter, eux, au moins. Vas-y, l'écraseur de piétons, même pas foutu de me remercier pour la veille au soir. Oh, ça va, hein? T'en sais quoi, toi, d'abord? Je sais pas. De toute façon, je m'en fous. On le fout à la flotte ou quoi? Voilà à quoi j'en étais réduit avec ce résidu du bidet extralucide, car il venait d'arriver à la même conclusion que moi, à subir la rapidité de l'ailier et son emprise incontestable sur le jeu. Du port, loin derrière nous parvint le ton cristallin des mâts de bateau s'entrechoquant du fait du roulis qui faisait osciller les coques. Pas un Pékin sur le port et pas la moindre fenêtre ouverte. C'était le moment. Là, j'ai dit, lui montrant l'ancienne cale du doigt, tu roules en marche arrière et tu descends par là.
Ça va, j'ai compris, hein, tu crois quoi? Écoute, j'aligne suffisamment de cuites pour savoir que c'est généralement le lendemain qu'on fait les pires conneries. Parce qu'on est fébrile et qu'on fait tout de travers. Alors, tranquille, hein, et on s'embrouille pas les pinceaux. Hein. Ça risque pas, hein, et je vais très bien. C'est toi, Jean-Marie, qui est fébrile. Pourquoi tu m'appelles Jean-Marie? Tous les petits blancs s'appellent Jean-Marie. J'ai rien dit, on avait du boulot à faire, mais j'ai su que je venais de découvrir une des répugnantes facettes de ce trou du cul. On a roulé, on est descendu, on a ouvert le coffre, puis j'ai pris Jean-Marie II par les pieds, alors que de son côté, il le soulevait par les épaules. Ensuite, on a parcouru et escaladé une bonne quinzaine de mètres d'inextricables blocs de pierre qui faisaient office de fondation à la jetée, cherchant une profondeur suffisante. De notre promontoire, on a regardé partout, puis on a opéré un lent mouvement de balancier avant de lâcher le type à l'eau. Il a fait plouf, puis on est resté le regarder. On s'en débarrassait. On se sentait mieux. On allait pouvoir batifoler à notre guise. Peut-être même qu'il me filerait du pognon, tiens, puisque je l'avais aidé. On attendait qu'il coule, ce corps. Du moins, qu'il prenne ses distances, ce qu'il a commencé à faire. Sauf qu'il n'a pas coulé. Normal, qu'on s'est dit. Le temps que les tissus s'imprègnent, il coulerait les secondes suivantes. Mais les minutes ont défilé et il ne coulait toujours pas. Un courant léger le repoussait vers le large et il flottait peinard entre deux eaux. Un corps, c'est lourd, donc ça coule. Eh ben là, non. Cette tête de nœud nous adressait un bras d'honneur, comme un appel à la libération du cadavre, ce cadavre. Un instant, j'ai envisagé la machination, le complot, la pétition qui circulait. Incrédule de notre jetée, on s'est alors mis à accompagner sa dérive. Notre mort pratiquait la natation déconnectée, discipline rigoureuse auprès de laquelle la natation synchronisée n'était qu'une connasse sans cervelle. Autrement dit, le bois mort, le cercueil qui surnage, la station funèbre avec bras et jambes mais sans palme ni tuba. À mesure que le temps s'écoulait et qu'on constatait qu'il n'avait aucunement l'intention de couler, on a fini par se dire qu'on virait dingue et que c'était impossible. Mais non, c'était tout à fait possible et même limpide. Cet âne s'éloignait. Arrivé à la limite de l'anse, il a été pris par le courant de la baie, au large de l'angle de la jetée où nous nous trouvions. Puis il a tournoyé sur lui-même, indécis, avant de revenir embarqué par la marée montante. Puis, doucement, son corps a glissé dans le chenal qui longeait la jetée perpendiculaire à la nôtre, direction sud. Il avait décidé de flotter, de nous emmerder, mais pas de couler. Éberlué, on l'a regardé faire la planche et dériver posément. On allait en prendre pour 20 ans. Le but était de faire disparaître ce corps, pas de le voir arriver triomphalement à quai. Il longea la digue artificielle créée pour abriter le mouillage des plaisanciers et s'engouffra dans le chenal dans une quiétude princière, naviguant avec une impressionnante dignité au milieu du goulet. Une provocation. Un étron détaché de tout, libéré des contingences, séparé de sa famille. Puis, en état second, on a suivi le cheminement du monsieur jusqu'à ce qu'un courant curieux, après la digue, le rabatte dans le port, au milieu du mouillage des bateaux. Des fenêtres s'ouvraient et une voiture allongeait les immeubles avant de continuer sa route. Sueur froide, respiration en accéléré, on a couru. J'ai pris le volant, Yannick ne bronchait pas. Nous longions les quais au ralenti que Jean-Marie II avoisinait les pontons d'amarrage des bateaux de plaisance. Avec un sens sublimé de la discrétion, ce fils de pute slalomait entre les coques. J'ai repéré une cale où stagnait une annexe et sa rame. J'ai regardé partout et dit à Yannick « Là, en marche arrière, je le ramène avec le bateau et on le fout dans le coffre. »
Il m'a regardé ahuri. « Ah non, pas dans le coffre !»« Si, dans 20 minutes, t'as les keufs partout, avec ta Porsche et le ramdam que t'as fait hier un peu partout. Ici, tu veux un dessin ? Pour l'instant, il n'y a personne, faut en profiter. Grouille, bordel !» Il l'a fait, parce que je lui disais de le faire, parce qu'il était lourdeau et empoté, et le diriger était chose relativement facile. Saisissant l'annexe, et fourrant la couverture du coffre et glissant dans l'eau, je me suis demandé à quel moment exact ma raison avait basculé. Si tu vois quelqu'un, tu te démerdes. Hein. Tu lui parles, tu l'occupes, tu lui montes les murs, j'en sais rien, tu te démerdes. Yannick a remonté la cale, fit ça et s'est planté droit sur la digue alors que je propulsais l'annexe dans l'eau à l'aide de coups de rames frénétiques et désordonnés. Jean-Marie faisait la planche quand je l'ai récupéré. J'ai regardé sur le port et repéré aucune activité, ni personne. Juste Yannick debout faisant mine de s'étirer, s'imaginant qu'il pouvait à lui seul boucher la vue sur l'océan, cette phase de paix. Puis, avec mon cadavre sous la couvrante, j'ai ramé jusqu'à la jetée. Yannick attendait au niveau des premières vaguelettes, coffre ouvert, bouche ouverte, œil ouvert, sur à peu près rien. On a foutu Jean-Marie dans la soute, puis regardé alentour. Personne. Sauf que ça sentait diablement l'éclosion de l'univers. Quelques goélands firent du rase-motte et des voitures sont passées alors qu'on rejoignait la route. Au loin, un type s'engouffra dans une cage d'escalier. On avait eu chaud. On a repris la route sans un mot. On avait sauvé les meubles. Il a fallu quelques minutes pour qu'on arrive à se détendre. J'ai même commencé à sourire. Yannick aussi. Même s'il n'était pas long. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.